Il y a des opérations de croissance externe qui se lisent comme des simples achats d'actifs. Et il y a des opérations qui révèlent, pour qui sait les déchiffrer, une ambition architecturale d'une toute autre nature. L'annonce de l'acquisition de Globalstar par Amazon pour environ 11,6 milliards de dollars appartient clairement à la seconde catégorie. Comprendre pourquoi exige de ne pas s'arrêter aux chiffres et de poser la question que l'investisseur rigoureux pose toujours en premier. Qu'est-ce que Amazon achète réellement et pourquoi ne pouvait-il pas le construire seul ou bien en interne? La réponse tient en un mot que la plupart des commentaires de marché n'utiliseront probablement pas: le spectre. Globalstar détient des licences d'utilisation de spectres L-band et S-band valables à l'échelle mondiale. Ces fréquences ont une propriété physique particulière. Elles peuvent traverser les obstacles, se propager sur des longues distances et surtout être reçues par des appareils ordinaires sans antenne spécialisée. C'est cette dernière caractéristique qui est au cœur de tout. Amazon Leo, le réseau satellitaire à orbite basse qu'Amazon déploie en parallèle depuis plusieurs années, est conçu pour fournir du haut débit. Mais il le fait via des terminaux dédiés. Sans Globalstar, Amazon ne peut pas parler directement aux 2,3 milliards de iPhones et de téléphones Android en circulation dans le monde. Avec Globalstar, ça devient possible. Ce que l'on vient donc d'assembler, si l'on trace la pile technologique complète, c'est une architecture de connectivité verticalement intégrée à 3 étages. Amazon Leo pour le haut débit par satellite, Globalstar pour la communication directe avec les appareils grand public et AWS pour les services cloud qui traitent et monétisent les données générées par ces 2 premières couches. C'est précisément le type de ce type d'intégration verticale que Warren Buffett et ses successeurs intellectuels ont toujours identifié comme le terrain où les avantages concurrentiels le terrain où les avantages concurrentiels les plus durables se construisent. Non pas en dominant un maillon de la chaîne, mais en détenant plusieurs maillons complémentaires dont la valeur combinée dépasse très largement la somme des parties prises individuellement. L'accord parallèle avec Apple mérite à ce titre une attention particulière. Amazon a simultanément sécurisé la continuation du partenariat qui lie Globalstar aux services satellitaires intégrés dans l'iPhone et l'Apple Watch. Pour l'investisseur qui analyse ce dossier avec rigueur, ce deuxième accord n'est pas anecdotique. Il signifie qu'Amazon n'a pas simplement acheté un actif de spectre et une infrastructure satellite. Il a acquis la relation commerciale la plus stratégique que Globalstar entretenait et il a préservé plutôt que de la risquer dans une transition. C'est une discipline d'intégration que l'on observe rarement dans les grandes opérations technologiques où l'acquéreur est souvent tenté de restructurer immédiatement les relations existantes pour maximiser le contrôle. Amazon a choisi de sécuriser d'abord, de construire ensuite. C'est une lecture de long terme. Ce choix révèle quelque chose de plus profond sur la mécanique compétitive en jeu. Le spectre radioélectrique est un actif d'une nature radicalement différente des actifs que l'on rencontre habituellement dans l'analyse des entreprises technologiques. Il ne s'use pas. Il ne devient pas obsolète. Il ne peut pas être répliqué par un concurrent parce que les fréquences disponibles sont physiquement limitées et que les licences mondiales de Globalstar ont été accumulées et maintenues sur plusieurs décennies dans un cadre réglementaire qui rend l'entrée de nouveaux acteurs structurellement difficile. Pour l'analyste qui cherche à évaluer la durabilité de l'avantage concurrentiel qu'Amazon est en train de construire, cette caractéristique du spectre est fondamentale. Il s'agit d'un actif dont la rareté est garantie par la physique et par la régulation simultanément, ce qui est précisément la configuration qui génère des avantages économiques durables. Cette réflexion sur la nature des actifs sous-jacents est l'une des dimensions que l'investisseur peut former, omet le plus souvent dans son analyse des grandes opérations de fusion-acquisition. L'annonce d'un prix d'acquisition à 11,6 milliards de dollars suscite d'abord une réaction instinctive sur la cherté ou l'opportunisme de l'opération. Mais la question réellement pertinente n'est pas: est-ce cher? Mais plutôt, qu'est-ce qu'Amazon aurait dû payer pour construire cet équivalent par voie organique et dans quel délai? La réponse à cette seconde question est presque certainement bien davantage et dans un délai indéfini. Le spectre mondial ne s'achète pas sur un catalogue. L'alternative à l'acquisition de Globalstar pour Amazon n'était pas une acquisition moins chère, elle est plutôt liée ici, même pas liée, elle était plutôt l'absence de cet actif stratégique dans sa pile technologique, ce qui constitue une forme de coût d'opportunité difficile à quantifier, mais très réel. Quand je dis absence, c'est-à-dire que Amazon ça aurait été pas impossible,
mais disons, elle aurait pris énormément de retard, dépensé bien plus d'argent si elle voulait le faire en interne. OK? So, l'accord devrait être finalisé en 2027 avec un risque réglementaire décrit comme limité et gérable. Cette fenêtre de 2 à 3 ans est elle-même analytiquement intéressante parce qu'elle signifie qu'Amazon sera en train d'intégrer cet actif pendant une période où les applications de connectivité directe aux appareils grand public sont encore en phase d'émergence. L'investisseur qui cherche à évaluer l'impact de cette acquisition sur la création de valeur à long terme d'Amazon doit donc travailler avec des hypothèses sur un marché qui n'existe pas encore pleinement, ce qui est précisément le type d'analyse prospective que l'investissement en croissance exige et que les seuls outils d'évaluation rétrospective ne peuvent pas fournir. Donc, en gros, on va devoir guesstimer ici. D'accord? Donc, moi, je fais souvent ceci, simple. Quand je vois, c'est un actif qui a certainement de l'opportunité, qui pourrait générer des revenus supplémentaires, des marges élevées, etc. Mais en date d'aujourd'hui, l'actif est encore en phase de développement. Et donc, je vais baser mon raisonnement essentiellement sur ce qui existe déjà, en considérant néanmoins que voici ce qu'on pourrait avoir demain. Donc, ce sera à peu près la série sur le gâteau. Donc, ce qui veut dire que mon raisonnement va s'appuyer sur ce qu'Amazon a déjà en date d'aujourd'hui, avant même de regarder ce qu'il pourrait avoir demain. Ce qu'il pourrait avoir demain, c'est la série, on va appeler ça la série sur le gâteau. Et pour ceux qui suivent le dossier depuis très longtemps, vous allez vous rendre compte que les actifs, justement, entre parenthèses, si vous avez des compagnies, listez toutes les entreprises ici qui sont dans le domaine des satellites, posez-vous la question de savoir si elles ont du spectre, ok? Parce que ce spectre-là a une énorme valeur, même si au niveau des revenus, du chiffre d'affaires, la captation, ça ne va pas être extraordinaire. Parfois même ces entreprises-là même perdent de l'argent, mais elles ont un actif intangible qui a énormément de valeur. Donc, c'est un élément ici qui m'a toujours intrigué. Parce que si vous regardez à peu près un investisseur que j'aime bien suivre qui s'appelle, excusez-moi, Seth Klarman, qui a une particularité très importante, c'est que c'est quelqu'un qui réalise une excellente performance depuis très longtemps avec généralement une vingtaine, une trentaine de pourcents de son portefeuille global en cash. Vous imaginez quelqu'un qui fait du 20% tout en ayant investi uniquement 70% de son cash. Donc, il fait 20% sur le capital entier, tout en ayant uniquement investi 70% de ce capital-là. C'est énorme. Donc, en fait, ça veut dire qu'il aurait... C'est tout simplement phénoménal. Enfin, bref, en tout cas pour moi. Il y a une entreprise qu'on appelle Iridium. OK? Et je pense que Seth Klarman, voilà, je clique dessus. Est-ce qu'il a encore édité encore des actions de cette compagnie? Peut-être plus. Oh. Donnez-moi juste un instant. Est-ce que activité... non, donnez-moi juste un... Je vais aller regarder ça. Peut-être que je confonds avec une autre entité ici. Seth Klarman, voilà, beau poste. Parfait. En fait, si vous utilisez Dataroma, le plus important, c'est de savoir quelle est la stratégie derrière chaque manager. Tous ne se ressemblent pas. C'est pour ça que quand vous allez voir quelqu'un comme Michael Burry acheter une action, etc., ça n'a pas le même impact quand quelqu'un comme Seth Klarman va acheter ou bien quand voilà, David Hernon va acheter. Chacun a sa stratégie de manière globale. OK? So, ici, je pense qu'à un moment donné, il détenait des actifs pareils. Parce que je sais que Liberty Global, c'est quelque chose également dans ce sens-là. On a du spectre, on détient ici du spectre. Quoique, c'est aller vérifier, il ne faut pas que je parle comme ça. Donc, je vais regarder au niveau de activité pour voir qu'est-ce qu'il a réduit dernièrement parce que ça pourrait être... je sais qu'il détenait énormément de... Voilà, il détenait du Viasat. Il a détenu Viasat pendant très, très, très longtemps. D'accord? Je ne sais pas s'il a fait de l'argent dessus ou quoi que ce soit, mais ça m'a toujours étonné de voir Viasat dans son portfolio global. Ça m'a toujours étonné. Regardez Viasat aujourd'hui, je pense que sur les 5 dernières années, c'était plutôt bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas à quel moment il a vendu, à quel moment il a acheté ici. Donc, bon, franchement, c'est pas. On peut aller regarder ça. Il a commencé à acheter du Viasat à quelle période? Beau poste, depuis à peu près 2008. Je ne sais pas s'il a gagné de l'argent avec ça. Parce que techniquement, on ne peut pas juste voir qu'il a gagné de l'argent ou perdu en se limitant surtout avec ce type d'actifs, en regardant uniquement le price action. Non. Parce qu'ici, on a peut-être vendu des actifs qu'on a peut-être redistribués aux actionnaires, ce genre de choses-là. Donc, faites très attention
par rapport ici. Donc, globalement, maintenant, je comprends pourquoi est-ce il a acheté cette compagnie-là. Enfin, moi, est-ce que je ferais la même chose? Je dirais non. Mais quand vous regardiez les chiffres ici de Viasat, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Il n'y a rien du tout d'extraordinaire. Voilà, ce n'est pas une entreprise qui va avoir tendance à nous intéresser si on regarde les chiffres. Il ne gagne pas d'argent, oui, il y a un chiffre d'affaires, mais bof, voilà, ça paraît être un business difficile, etc. Mais je pense qu'avant tout, il a acheté ça pour le spectre, c'est tout. Et peut-être qu'il les a achetés 10 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt. OK? Donc, quand vous voyez ce type d'acquisition, là, vous posez toujours des questions. Qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur? C'est un peu comme, on en parle maintenant depuis très très longtemps. Excusez-moi, c'est une vidéo qui concerne certes Amazon. On va prendre TCI de Chris Hone. Chris Hone achète uniquement du value, mais très souvent, uniquement des entreprises avec des avantages concurrentiels élevés, mais très souvent liés à, comment dire ça, à des entités qui ont parfois un monopole. C'est sa stratégie, c'est comme ça qu'il évolue. Et vous allez vous rendre compte qu'il avait, à une époque, il détenait du Rolls-Royce. Je ne sais pas si c'est dans ce portefeuille-ci, mais je sais qu'il détient soit il détenait des actions de Rolls-Royce. Parce que je sais qu'ici, dans ce Dataroma, vous ne voyez pas tout. Ne vous dites pas que c'est tout ce qu'il possède. Attention, ok? C'est peut-être le problème que j'ai avec ce site-là. Donc, il détenait des actions de Rolls-Royce pendant la pandémie. Et moi, quand je regardais les actions de Rolls-Royce, j'ai dit, mais il n'y a rien d'exceptionnel ici. Du point de vue quantitatif, je pense même que j'ai dû faire une vidéo dessus. J'aime toujours aller regarder ce type de vidéos-là parce que ça me permet de me rendre compte de l'importance d'aller au-delà des chiffres. OK? Au-delà des chiffres avant de tirer une conclusion de surévaluation ou pas du tout. D'accord? Donc ici, on aurait pu juste dire, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Non. Rolls-Royce, qu'est-ce qu'ils ont? Les moteurs d'avion. Si mes clients finaux ont des carnets de commandes pleins, et mes clients finaux, c'est qui? Boeing, Airbus, d'accord? Si mes clients finaux ont des carnets de commandes élevés, ça veut dire que moi, je vais faire beaucoup d'argent. Parce que je suis le motoriste. Sans moi, il n'y a pas d'avion. Il y a des planeurs. OK? Donc, tôt ou tard, si je dis que le prix d'un moteur d'avion change, il va changer. Parce que vous n'aurez pas le choix que de payer. S'il n'y a pas de moteur d'avion, il n'y a pas d'avion. OK? Et cette entreprise détenait déjà ses actifs ici. J'aurais pu faire 13 fois ma somme de départ. Alors que les chiffres n'étaient pas extraordinaires. C'était juste des problèmes de gestion. Et il était déjà Et lui, c'est quelqu'un, quand il arrive, il veut un changement profond au niveau de la gestion. Je pense qu'il détient également des actions de Airbus, un truc comme ça. OK? Donc, on pourrait même le qualifier d'activiste. Bref, refermons sur une parenthèse là, juste pour dire ici que quand vous regardez Dataroma, etc., il ne faut pas juste se dire qu'il a acheté du Amazon. Il faut savoir quelle est la stratégie de la personne derrière. Et quand vous savez que ce type de personne achète uniquement des entreprises qui ont des monopoles et vient avec des changements profonds, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Seth Klarman, quand tu le vois acheter du Viasat, par exemple, tu te rends compte que c'est un type d'investisseur qui achète généralement des entreprises qui ont des actifs physiques, qui ont des actifs soit tangibles, soit intangibles. D'accord? Et donc, il essaie toujours de protéger son capital. Donc, à l'intérieur de Viasat, quand on regarde les actifs tangibles, on ne voit rien du tout. Ça veut dire qu'il c'est dans les intangibles. Et c'était essentiellement le spectre. Bref, refermons cette parenthèse. Maintenant, l'acquisition d'Amazon. Amazon n'avait pas le choix que de faire cette acquisition-là parce qu'en interne, ça allait lui prendre une dizaine d'années pour avoir la même chose qu'elle aurait pu avoir. Elle aurait peut-être dû dépenser plus d'1 milliard, plus de 11 milliards 600, juste pour avoir ces actifs-là. Et donc, pour ceux qui vont avoir tendance à regarder des entreprises dans le domaine des satellites qui ont ce type d'actifs, attention, parce que je vous vois déjà venir. Donc, quand on dit Eutelsat, etc., je n'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier. Je n'ai pas vérifié, mais peut-être, si c'est le cas, peut-être. Mais, comme je dis ici, regardez les compagnies satellitaires qui ont du spectre et qui sont également prêts à se vendre, à se faire acheter. Parce qu'elles le disent. Quand vous allez entendre revue stratégique, etc., ce sont des termes qui veulent dire ici que, s'il y a quelqu'un qui va avoir... l'entreprise est prête à accepter des offres d'achat. Donc, l'achat de cette compagnie par Amazon, que je détiens d'ailleurs, est compréhensible. Et ça rend que, littéralement, dans la mentalité des dirigeants d'Amazon qui veulent généralement internaliser, qui veulent généralement détenir, être verticalement intégrés, ne pas trop dépendre de X ou Y. Ils l'ont fait avec les entreprises ici de livraison, donc UPS et FedEx.
Ils ont créé leur propre réseau. Maintenant, quand ils font du business avec UPS et FedEx, bah, s'ils ne sont pas d'accord, Amazon a toujours une alternative. OK? Donc, quand vous regardez du Dataroma, ne vous asseyez juste pas pour dire, ah, voici les entreprises qu'on achète ici. Quand vous suivez un investisseur, par exemple, Bill Nigren, c'est un excellent investisseur. Regardez son portefeuille, c'est un excellent investisseur. Value, avantage concurrentiel, ce n'est que ça qu'il fait. Et je pourrais regarder une centaine, enfin la plupart des personnes qui, par exemple, Bill et Melinda Gates, je m'en fous de ce qu'ils achètent. En réalité, je ne sais même pas qui est à la tête de ce truc-là, c'est juste, voilà. Je vais acheter des entreprises avec des avantages concurrentiels, mais c'est pas important à suivre. Pour moi, selon moi, ça ne devrait même pas être là. OK? Pour ceux qui recherchent ici des entreprises avec des avantages concurrentiels, des dirigeants, des managers ici, enfin des gestionnaires de portefeuille ici qui ont tendance à partager leurs avis, etc. OK? So, Lilou, c'est également intéressant. Également, ce n'est pas tout son portefeuille. Norbert Lou, également, il est intéressant. Bref, on parlait d'Amazon. Et c'est intéressant, il détient du PayPal. Lui, pour ceux qui connaissent, comment on appelle ça encore, le Value Investing Club, oui, ça s'appelle de Joel Greenblatt. Il partageait beaucoup. Norbert Lou avait l'habitude de partager ses idées d'investissement là-bas. Et c'est quelqu'un d'habitude, quand il partage une idée, c'est qu'il a fait un travail de fond. Donc ne négligez pas les 3 entreprises qu'il peut avoir ici. Et je suis même étonné de voir du Crocs ici, surtout à 17% de son portefeuille. Je m'interroge. Bref, refermons cette parenthèse. Je sais, c'est la 50e fois que je le mentionne ici. Revenons sur Amazon. L'acquisition a littéralement du sens. 11 milliards 600 pour ça, pour ce type d'actif, pour moi, ce n'est pas cher payé. OK? Et ça rentre littéralement ici dans l'architecture de ce qu'il voudrait construire pour demain. Pour moi, je considère Amazon comme le Costco numérique. D'accord? Et aujourd'hui, au niveau de la valorisation, et encore, avant d'arriver au niveau de la valorisation, j'aimerais mentionner une chose. Pour ceux qui suivent ce dossier, vous savez qu'Amazon a pris beaucoup de retard sur Amazon Léo. OK? Et donc, c'est même littéralement un peu comme une promesse manquée. Andrew Jassy, qui est le fondateur d'AWS en interne, n'est pas n'importe quel manager. Donc, quand on voit quelqu'un faire ce type d'acquisition, acquisition ici veut dire c'est la location du capital. Ils auraient pu rembourser la dette. Ils auraient pu racheter des actions, payer un dividende ou bien augmenter le capex ici de croissance, mais ils ont choisi de faire une acquisition. Est-ce que le manager en question a l'habitude de faire ce qu'il dit? C'est la première chose qu'il faut souvent se mentionner. Parce que ici, quand on fait une acquisition, on vous promet monts et merveilles. Mais pour ceux qui ont déjà eu investi sur Atos, vous savez littéralement que les acquisitions peuvent changer. Ça peut cacher une détérioration des activités opérationnelles du business sous-jacent. OK? Parce qu'on achète de l'acquisition qu'on achète. Là, c'est de la croissance qu'on achète. Et quand on achète de la croissance, parfois, on paye cher pour cette croissance-là. Et donc, quand vous allez le voir ici, dans la bibliothèque de prompts que vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo, on a une trentaine de prompts qui répondent à différentes questions. Et justement, sur le management, ici, par exemple, celui-ci, est-ce qu'il est... voilà, évaluer le management. Au-delà d'évaluer si le management, si l'entreprise peut être dirigée par quelqu'un d'incompétent, il faut également poser les questions de savoir est-ce que les résultats passés du PDG sont probants? Est-ce que la direction tient généralement ses promesses? Est-ce que les intérêts du PDG et des actionnaires convergent? Donc, quand on dit les résultats passés du PDG, etc., c'est sa biographie, machin, truc. Les intérêts du PDG et des actionnaires sont au niveau du salaire, au niveau ici des actions qu'il détient, et la direction tient-elle ses promesses, par exemple, quand j'applique ce prompt, ce n'est pas la question que je pose. D'accord? Le prompt est plus long que ça. Il est structuré pour pouvoir répondre à des points bien précis ici, histoire ici de tirer une conclusion générale. Et ici, d'accord? Imaginez que c'est la première fois que vous voyez du Amazon, etc., et que vous voulez commencer à questionner le management. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez lancer ce prompt, quelque chose va apparaître à ce niveau. Amazon Léo. Donc les promesses, le PDG a eu tendance ici à émettre une dizaine de promesses. Il a tenu 5, il en a manqué 3, il y en a une qui est en suspens et un qui est pour le moment non applicable. OK? Donc les 5 tenues ici, vous allez voir que, voilà, ici, réduction du coût unitaire de traitement de store, retour à un free cash flow positif, expansion des marges opérationnelles, rentabilité géographique et internationale émergente, enfin internationale, on parle ici
ailleurs qu'aux États-Unis, on veut être rentable, etc. So, ça se tient. OK? Réaccélération de la croissance d'AWS. Rappelez-vous à une époque, AWS en queue de ralenti, machin truc, c'est plus la même chose aujourd'hui. Ça a été dit, bon, c'est temporaire. Il avait parfaitement raison. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il a tendance à faire ce qu'il dit. OK? Il n'a pas juste tendance à donner, il dit, oh non, on est positif, alors que ça va pas bien se passer. Mais comme dans la vie, il y a souvent des choses qui ne vont pas bien se passer comme prévu. Et parmi lesquelles, Amazon Care, par exemple, où il mentionnait que la croissance allait être phénoménale, machin truc, ça a fermé. Et ça s'est transformé en autre chose, parce que ça existe toujours, mais maintenant c'est dans Amazon Health, etc. OK? Mais c'est considéré comme étant manqué. Ensuite, les magasins Amazon Fresh and Go, bon, ça également, ça n'a pas fonctionné comme il fallait, donc on a réintégré ça au sein de Whole Food. OK? Whole Food d'ailleurs qui reste toujours un test grandeur nature pour Amazon pour sortir littéralement ici comment, pas sortir, mais pour ne pas qu'Amazon soit uniquement une plateforme sur, enfin, une vitrine, que la vitrine d'Amazon ne soit pas uniquement en ligne. OK? Mais également, pour ceux qui ne savent pas, Amazon Whole Food était un avantage pour bâtir le réseau de distribution d'Amazon, hein. Il ne faut pas juste voir les choses comme ça. Ensuite, pour venir ici, le projet Cuper, notamment et Léo, donc c'était un projet manqué. Et notamment parce qu'il manquait ces différents éléments-là. Vous pouvez le voir ici. Donc il y a du retard. Ça ne veut pas dire que c'est manqué. Quand je dis que c'est manqué, c'est dans le sens où il avait promis que d'ici 2026, voilà ce qu'on aura. 2025, voilà ce qu'on aura. Ah ben, les promesses ne se sont pas réalisées. Et donc, c'est considéré comme manqué. Maintenant, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? C'est ça qu'il faut suivre. Donc, parce que quand on fait de l'analyse fondamentale, les chiffres, c'est bien, mais il faut comprendre le raisonnement derrière les chiffres. D'accord? Donc, vous avez tous ces éléments ici. Ça vous prend 3 secondes littéralement et vous avez la réponse. D'accord? So, la bibliothèque de prompt, elle est en description de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page, vous cliquez à ce niveau, vous avez ce lien-ci. Donc, un prompt, une trentaine de prompts qui répondent à un ensemble de questions ici pour vous permettre ici de bâtir des thèses d'investissement solides. Et comme je l'ai dit au mois de mai, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour améliorer la qualité des réponses. D'accord? Attention. Et surtout, comment mieux interpréter cela? Parce que tout ceci, c'est juste le plan. Parce qu'il faut apprendre à poser les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. OK? So, je reviens ici, au niveau de la valorisation. La partie la plus facile, celle qui est la moins intéressante pour moi, parce que Amazon, déjà, ne l'évaluez pas en regardant les free cash flow, machin, truc. Ils sont littéralement en berne en date d'aujourd'hui. Pas parce qu'Amazon ne fait pas d'argent, mais parce qu'ils investissent en CAPEX. Et pour ceux qui regardent le CAPEX se regarde en deux dimensions. Le CAPEX de croissance et le CAPEX de maintenance. Le CAPEX de maintenance a tendance à être proche de la dépréciation et amortissement. Et donc, tout ce qui est au-dessus, c'est le CAPEX de croissance. Et maintenant, le CAPEX de croissance, on s'attend à ce que le CAPEX de croissance puisse porter ses fruits ici. OK? Donc, si on dépense 100, on veut avoir quelque chose qui va nous rapporter plus que 100. Donc, on jugera uniquement la rentabilité de ce CAPEX de croissance-là dans les années à venir. D'accord? So, ici, Amazon, si elle arrête ici, disons, si vous voulez l'évaluer, il faut regarder les cash flows opérationnels. C'est ce que vous devez regarder. Et je le dis toujours. 15 fois les cash flows opérationnels, c'est le minimum du minimum dans ce domaine. Et Amazon, je rappelle une chose, Amazon n'est pas encore en phase de rentabilité optimale. Donc, ils font exprès de ne pas gagner beaucoup d'argent. Je vous le dis, ils font exprès de ne pas avoir des marges élevées. Ils le font exprès. D'accord? Vous vous rendez compte aujourd'hui que Walmart a une valorisation, pas la valorisation. Je n'ai pas dit que Walmart vaut plus que Amazon, attention. Euh, Walmart, en termes de multiples valorisations, les multiples valorisations de Walmart sont plus élevées que ceux d'Amazon. Vous pensez que c'est normal ça? Walmart s'échange à 25 fois les cash flows opérationnels pour des cash flows opérationnels qui sont plutôt stables. Ça, même 15 fois, je suis très gentil. Pour ceux qui ont du Walmart, déjà, c'est en dessous des 100 dollars, redescendons un tout peu, en dessous des 90 dollars pour le moment. Donc, il est donc inadmissible qu'Amazon s'échange en moins de 15 fois les cash flows opérationnels parce que déjà, Amazon, c'est 3 activités différentes, c'est 3 industries différentes. D'accord? Et encore, quand je dis 3, où est-ce qu'on va mettre le Amazon Léo? Est-ce qu'on le met dans la tech? Est-ce qu'on le met dans la communication? Où est-ce qu'on le met? Donc, vous voyez qu'Amazon, le mode d'Amazon ne fait que s'étendre. Enfin, les activités d'Amazon ne font que s'étendre. Et ces activités-là sont complémentaires. Vous comprenez que l'acquisition, le développement d'Amazon Léo ici va pouvoir permettre ici, va être bénéfique pour AWS également. D'accord? So,
Quand on va prendre par exemple le, euh, le, le e-commerce, la partie e-commerce, est-ce que vous savez que la partie e-commerce est très bénéfique pour la publicité, qui a presque des marges de 100%? Donc en réalité, Amazon peut ne même pas gagner l'argent sur le e-commerce, mais la publicité va lui permettre ici de récupérer tout cet argent, va lui permettre ici de faire de la marge. OK? Et n'oubliez pas également qu'Amazon a un service d'abonnement qui est peut-être à 100% de marge également. Ils peuvent même augmenter le prix parce que ce service d'abonnement-là vous donne énormément d'avantages. Vous avez la musique, vous avez, la vidéo, euh, vous avez également des discounts spécifiques, etc. Donc, ça a une certaine valeur. Est-ce que ça vaut moins que la centaine de dollars que vous payez par an ou plus? Pour moi, je pense que ça vaut plus. Mais pour le moment, on n'augmente pas encore. So, vous voyez qu'Amazon, c'est une entreprise. Pour moi, Amazon, c'est matin, midi, soir. Je ne sais pas ce que vous faites, mais l'opportunité est générationnelle en date d'aujourd'hui sur Amazon. Je ne sais pas ce que les gens font. Vous voulez acheter du tout et n'importe quoi, alors que vous avez une entreprise qui a des avantages concurrentiels, déjà établis, visibles, et qui ne fait que se développer, et qui continue à surprendre le marché et se négocier à des multiples de... On l'évalue comme si c'était un business mature. Ça, là, vous êtes sérieux? Et s'il vous plaît, ne m'écoutez pas parce que mon raisonnement peut être que biaisé parce que je suis actionnaire d'Amazon. Et quand je dis actionnaire d'Amazon, ça dépasse 10% de mon portefeuille. Je dors très bien la nuit. Je fais même de très beaux rêves, littéralement. Et j'ai un seul... Mon souhait, c'est que le prix de l'action Amazon continue à baisser. Oui, tant que je suis en phase d'accumulation, parce qu'il faut également prendre en considération mon âge. Tant que je suis en phase d'accumulation, je veux que ça baisse pour me permettre de continuer à acheter plus. La seule chose qui ne devrait pas baisser, c'est pas la croissance, parce que tôt ou tard, la croissance va avoir tendance à ralentir, mais surtout le niveau de marge. Je veux qu'il soit de plus en plus élevé. Je veux que l'avantage concurrentiel soit de plus en plus élevé. C'est pour ça qu'on demande souvent, est-ce que l'avantage concurrentiel, comment quel type d'avantage concurrentiel on a? Comment il s'appelle? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Est-ce qu'il est en extension ou bien en déclin? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, on ne regarde pas une entreprise comme ça, on s'assoit, on regarde les chiffres. Les chiffres, on s'en fout, c'est la partie la plus facile. Je m'assois ici, je peux savoir que c'est sous-évalué. Mais est-ce que ça me permet d'acheter l'action? Parce que demain, il y aura des problèmes. Et quand les problèmes vont arriver, on pose la question à qui? Aux chiffres ou bien à la partie qualitative? Je vous ai dit que l'entreprise, on les analyse en 4 dimensions. On analyse une entreprise en 4 dimensions par rapport à elle-même. C'est là où vous allez poser des questions sur le management, etc., à l'allocation du capital, etc. Par rapport à ses concurrents, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs. 4 dimensions. Si vous ne faites pas cela, les amis, vous êtes... Bon, vous pouvez gagner de l'argent avec ça de manière générale. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa stratégie de manière globale, mais si vous faites de l'analyse fondamentale, si vous appelez ça analyse fondamentale, vous devez voir l'entreprise en 4 dimensions. Parce que vous ne regardez pas l'entreprise face aux fournisseurs. Si demain, vous apprenez par exemple que, disons qu'un fournisseur essentiel d'Amazon, c'est FedEx. Si demain FedEx décide de ne pas faire du business avec Amazon, vous allez vous rendre compte que donc, FedEx peut avoir un pricing power sur Amazon, c'est-à-dire que FedEx peut demander des prix de plus en plus élevés. Comme ça va avoir tendance à réduire les marges d'Amazon. Donc, Amazon n'a pas un pouvoir de négociation face à ses fournisseurs. Et un fournisseur qui est indispensable, Amazon va en ligne. Donc, s'il n'y a pas de service de livraison, c'est fini. La satisfaction client tombe. Et ça pourrait mettre en danger le business de manière globale. Vous voyez, un petit maillon pareil peut impacter le business. Et ça, il faut le savoir en amont. Et donc, quand Amazon commence à faire son propre réseau de distribution, etc., il devient concurrent d'un de ses fournisseurs. Et le fournisseur, maintenant, perd de plus en plus de pouvoir. Maintenant, Walmart va en ligne. Ils ont un réseau de distribution. Les magasins, c'est un avantage, surtout pour le retour. Le problème, d'ailleurs, même quand on va en ligne, c'est surtout le retour des produits. Ce n'est pas tant la livraison. Et donc, vous devez connaître ces petits éléments-là qui ne sont pas peut-être visibles pour quelqu'un qui débute, qui pense savoir. Pourtant, ces différents éléments peuvent avoir un impact. C'est négligeable, on pense, mais... Enfin, on peut penser que c'est négligeable, mais c'est très important. Un service de livraison, si je vends un produit en ligne, je suis dépendant de mon service de livraison. Oui, parce que c'est lui c'est ce service-là qui est à peu près, qui me sépare de mon client final. Donc, je dois contrôler la distribution. C'est un élément très important. Sinon, j'ai juste un avantage. Mon avantage est souvent lié à, voilà, peut-être l'effet des réseaux, plus les gens utilisent, plus il a de la valeur ici. Mais en réalité, il est peut-être que cet effet de réseau-là est peut-être en train pourrait mourir tout simplement si la livraison ne suit pas.
Parce que le bouche à oreille, c'est déjà l'élément marketing qui est l'un des plus efficaces au monde. Bah, si tout le monde sait qu'Amazon ne livre pas à temps, etc., personne ne va commander. OK? Bref, je peux parler de beaucoup de choses sur Amazon ici, mais j'aimerais que quand vous parlez d'analyse fondamentale, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous allez vous rendre compte que je ne vais pas avoir tendance à... Les chiffres, c'est bien, mais on va avoir tendance à les survoler. Il y a toujours quelque chose à dire derrière. OK? Donc, s'il vous plaît, parce que ça vous permet essentiellement en période difficile de ne pas paniquer. Est-ce que quelqu'un, je reçois souvent des questions de savoir, ah, Thierry, les actions Amazon baissent, je fais comment? Je ne sais pas, moi. Moi, je sais ce que je fais. Mais pour toi, je pourrais te dire, si je te dis maintenant, moi, je continue à acheter. Est-ce que toi, tu vas le faire avec conviction? Parce que moi, actuellement, 250, ça ne me dérange pas. Tant que ça se négocie en dessous, disons, des 400, ça ne me dérange pas d'en acheter tous les jours. OK? Ça ne me dérange pas du tout. Mais alors, si je te dis que ça ne me dérange pas, est-ce que c'est une raison pour toi de commencer à acheter? Imagine demain que tu entends que Amazon a été condamné dans un procès antitrust, disons, alors ici, de 10 milliards. L'action fait moins 50%. Bah, moi, je vais aller regarder, je dis, OK, la condamnation, c'est quoi? Ça implique quoi? Qui sont les changements? Regardez, rappelez-vous, la condamnation ici enfin, pas condamnation, mais la recommandation du juge, du juge Meta sur, sur Google en début d'année par rapport à sa domination ici avec Google Chrome, etc. Je vous ai dit que le problème dans le jugement, oui, Google a été relaxé, etc. Il y a pas, voilà. Mais le problème, c'est au niveau du partage des données. Si cette partie-là, Google ne se bat pas par rapport à ça, en fait, elle va avoir tendance à donner un avantage à OpenAI ou à d'autres entreprises, alors que ils n'ont presque rien dépensé pour ça. Et Amazon et Google a dépensé énormément d'argent pour avoir cela. Et on vous demande de partager. Et en partageant, vous savez littéralement que vous allez renforcer vos concurrents. Parce que l'IA, ce sont les datas fiables. D'accord? Ce sont les datas fiables. C'est pour ça que quand vous posez des questions, par exemple, à l'IA, tout ce qu'il fait, c'est soit il a une mémoire, soit il a tout ça en mémoire dans le sens où les livres sur lesquels il a été entraîné, etc. Ou bien il va aller chercher sur Internet si vous lui permettez de le faire. Comme ici, par exemple, je lui permets d'aller sur Internet, aller chercher les réponses à la question que je lui ai posée. Et maintenant, les sources d'informations qu'il va me donner, vous allez par exemple voir ici, il vous dit que je suis allé sur Guru Focus chercher l'information. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Guru Focus c'est un site d'information fiable? OK? Je suis allé sur Wikipédia. Est-ce que c'est fiable? Ou bien je suis allé sur le blog Lambda 2.0. Est-ce qu'il est fiable? Maintenant, si je lui dis, je ne veux pas que tu ailles chercher l'information dans des sources qui n'ont pas ce niveau de rigueur et de machin, ce niveau de rigueur au niveau de la ligne éditoriale. Maintenant, il va aller chercher des informations uniquement sur des entités qui respectent mes conditions. Il faut lui mettre des barrières. Sinon, vous allez vous retrouver avec tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous dit que la personne qui a écrit ce blog-là est compétent? Ou bien il s'y connaît? Or, la réponse que l'IA va vous tracher, ça sera toujours dans un sens, ça aura toujours du sens, même si c'est basé essentiellement sur des éléments qui sont faux. C'est pour ça qu'il faut le challenger. Il faut apprendre à le challenger. Oui, c'est bien d'avoir le prompt, la structure, etc. C'est déjà un plus. Mais maintenant, derrière le prompt, on peut toujours améliorer les choses avec un questionnement spécifique. Et c'est ça qu'on va faire durant le mois de mai ici, pour ceux qui auront accès à la bibliothèque de prompt. Moi, je l'ai dit, le prix, je l'augmente chaque semaine. Je m'en fous parce que techniquement, je vous fais gagner du temps. D'accord? Parce que ça prend du temps déjà pour savoir quelles questions il faut poser. Disons, ça m'a pris une dizaine d'années et je continue à améliorer. Et ce qui veut dire que si maintenant je vous propose cela pour vous permettre de gagner du temps, techniquement, c'est à peu près à quoi? $1 la journée? Un truc comme ça? À vie? Encore en amélioration? Donc il faut se dire ici que le questionnement, c'est ce qui nous permet de pouvoir déterminer si on a tendance ici, si on a eu tendance ici à... quels sont les... Enfin, ça nous permet de déterminer sur quels éléments on devrait continuer à travailler ou bien approfondir pour améliorer nos connaissances sur le sujet, afin d'être à l'aise au cas où une opportunité se présente, ou bien à l'aise à continuer à détenir les actions. OK? Bon, j'ai beaucoup parlé en date d'aujourd'hui. Sur Amazon, l'acquisition a du sens. Moi, j'aime ça. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'acquisition et ça semble totalement logique et je ne pense pas que le prix payé en date d'aujourd'hui est très élevé parce que si on prend en si on devait construire la même chose présentement en interne, ça nous prendrait
non seulement du temps. OK? De l'argent, on l'a sans doute, mais ça nous prendrait surtout du temps. Et on n'est même pas sûr de pouvoir avoir autant de spectres, même en dépensant 11 millions 600 en interne pour bâtir tout ça. Alors qu'aujourd'hui, ce segment d'activité est en pleine expansion. Donc, si je prends 10 ans pour développer quelque chose, alors que je peux l'acheter ici, pour développer quelque chose à moins de 11, à moins de 12 milliards, alors que je peux dépenser 12 milliards 500 ici et avoir cet actif-là aujourd'hui, alors que je le fais, le choix est vite fait, parce que c'est un gain de temps énorme. D'accord? C'est un gain de temps énorme. Donc, les acquisitions, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, il faut intégrer cela, etc. Et les promesses qui ont été faites par rapport à Amazon, Léo, maintenant, je ne sais pas, ça pourrait ne pas fonctionner demain, on n'en sait strictement rien. Mais Amazon, je ne suis pas venu dessus à cause du projet Léo ou bien Kuipers, non. Je suis là parce qu'il y a la partie e-commerce. D'accord? Vous avez la publicité, vous avez la partie AWS. Pour moi, ces trois-là déjà sont largement suffisants pour justifier un achat d'Amazon au prix actuel. Maintenant, s'il y a d'autres éléments ici, on appelle ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce sont des biscuits supplémentaires. OK? Donc, vous n'avez plus de raison en date d'aujourd'hui pour ne pas poser les bonnes questions, les amis. D'accord? Vous n'avez pas de raison valable. Donc, c'est comme ça que ça commence. Petit à petit, demandez-vous pourquoi. Est-ce que cette personne qui fait une acquisition aujourd'hui a tendance à bien allouer le capital? Boum, vous avez un prompt pour ça. Est-ce que cette personne-là a tendance à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit? Boum, tu as un prompt pour ça. Est-ce que l'entreprise que cette personne dirige en date d'aujourd'hui peut survivre à une faute de gestion, par exemple? Boum, tu as un prompt pour ça. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Amazon est largement sous-évalué en date d'aujourd'hui, quels soient les cash flows opérationnels. C'est 400 $ à l'action ici. Et c'est des cash flows qui ont tendance à croître ici aujourd'hui. Et je ne fais que dire que même au prix actuel, je pense qu'Amazon, enfin, les marges d'Amazon sont littéralement sous-évaluées pour le moment. Et c'est normal pour une entreprise qui croit à ce niveau de volume-là. Okay, elle n'a pas besoin de... tant qu'elle peut réinvestir son capital et avoir un retour sur investissement plus élevé, que ce que... Pourquoi est-ce que je vais lui demander de retourner le capital aux actionnaires? Tôt ou tard, Amazon va verser un dividende. Tôt ou tard, ça va arriver. C'est une évidence. Sauf fin du monde. On va le dire comme ça parce que j'ai du mal à voir comment est-ce que quelqu'un va se lever le matin et déclasser Amazon. Après, rien n'est impossible. Hein. Mais je prends le pari. Mais je ne prends pas le pari à l'aveugle. Je me dis, Amazon peut mériter 5% de mon capital au prix actuel. Ou bien 1 ou 2, ça dépend de vous, de vos compréhensions. Mais allez au-delà du narratif ambiant, les amis. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, le lien vers le groupe School est en description de la vidéo. Partagez également vos avis par rapport à Amazon, etc. Parce que c'est également un groupe où vous pouvez poser des questions. OK? Partagez vos avis. D'accord? Et n'oubliez pas, une entité comme Amazon, il ne faut pas juste la regarder du point de vue chiffre d'affaires, marge de free cash flow. C'est important, mais il faut surtout comprendre pourquoi est-ce qu'on ne les a pas en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, quand on analyse une compagnie, croissance des revenus, c'est la première chose qu'on regarde. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on va regarder? On va checker la marge brute. Ces deux éléments-là, quand on sait qu'Amazon est encore en phase de croissance, d'accord, tôt ou tard, la croissance va avoir tendance à s'arrêter et l'entreprise va commencer à faire de plus en plus d'argent, augmenter les prix, etc. Regardez, les marges sont en expansion. Les marges sont en expansion alors que vous avez 700 milliards de revenus. Est-ce que vous vous rendez même compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Amazon, c'est matin, midi et soir. Amazon, Microsoft, Google, Meta, matin, midi et soir. Oui, ce n'est pas original, mais pourquoi je ne suis pas là pour être original, les amis? Je suis là avant tout pour protéger mon capital, investir sur des unités de production qui ont la capacité ici de me permettre ici de générer de l'alpha, ok, me permettre d'atteindre mes objectifs. Et ces entités-là se négocient à des prix abordables aujourd'hui. Pourquoi je dois acheter le next big thing? Investir, c'est facile. Pas besoin d'avoir d'être original. C'est facile. C'est facile. Le plus difficile, c'est de patienter. C'est de s'asseoir sur ses mains pendant que le monde est en train de paniquer. Si vous prenez du Microsoft en date d'aujourd'hui, on va vous dire que non, c'est Microsoft, ouais, le prix a baissé, ça remonte, non? Netflix, je vous ai dit que ce truc-là était sous-évalué.
L'acquisition qui s'est pas bien passée, c'est pas plus grave que ça, parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Et tôt ou tard, Warner Bros. Discovery va se... Enfin, Warner Bros. Discovery, il y a de fortes chances qu'ils n'y arrivent pas. En tout cas, les probabilités qu'ils réussissent sont très peu élevées. Parce qu'on vit quoi aujourd'hui pour ceux qui ont l'analyse sectorielle? Il y a de la saturation dans ce secteur d'activité. Bref, ça c'est un autre débat. Vous me connaissez, pour moi tout a souvent un lien de manière générale. On ne regarde pas juste une entreprise comme ça dans un silo fermé. Non, non. Il faut également regarder à côté en périphérie. Ça vous permet parfois de voir des choses que vous ne voyez, de voir des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui pourraient exister parce que l'entité en question a l'infrastructure pour faire cela. OK? Comme je dis toujours, l'actif streaming le plus sous-évalué, le plus mal utilisé, peut-être volontairement, c'est YouTube. C'est celui qui a le plus de valeur. Je dis bien c'est YouTube jusqu'à aujourd'hui. YouTube seul peut valoir plus que Netflix et Disney réunis. Ah oui, ils ont le potentiel de le faire. Ils ont le potentiel et l'attraction pour le faire. Et ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Bref, on n'est pas là pour parler de... Ça va être un long débat ici. Je m'arrête sur Amazon, qui reste une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et maintenant, bon courage à ceux qui ne l'ont pas encore.